entreprises qui sont en train de créer les emplois de demain. Et le message très fort que je voulais donner à la jeunesse, même si vous m'excusez si la moyenne d'âge est un peu plus élevée, 70% des emplois que nous occuperons dans les 15 ans qui viennent n'existent pas à l'heure où nous parlons. C'est ça le chantier auquel nous sommes tous confrontés aujourd'hui et auquel notre mouvement citoyen, nous citoyens, se doit d'y répondre. Alors vous voyez, on a des atouts exceptionnels, on a des infrastructures exceptionnelles, nous avons des territoires exceptionnels, on a une jeunesse exceptionnelle parce que la France est le pays le plus jeune d'Europe, il ne faut jamais l'oublier, avec un taux de natalité qui était bon jusqu'à cette année, il commence à baisser. On n'aura pas trop de la politique, c'est la seule chose qui fonctionnait encore très bien en France et on est en train malheureusement un petit peu de la détruire. Mais on est encore un pays extrêmement jeune et c'est ça qui est extrêmement rassurant. On a tout ce qu'il faut sur notre territoire pour réussir. On est un pays créatif. Aux États-Unis, dans la Silicon Valley, sur les 100 entreprises les plus dynamiques, les plus créatrices d'emplois, vous avez 21 projets français sur 100. On est deuxième derrière les États-Unis d'Amérique. Les centres de recherche et développement, Facebook, Google, Twitter, mettent leurs centres de recherche et développement en France, à Paris, à la Défense, à Issy-les-Moulineaux, parce que nous avons les meilleurs ingénieurs au monde, parce que nous sommes les plus créatifs. Nous avons un leader mondial dans tous les secteurs de pointe. Tous les secteurs de pointe, vous avez un grand de la France. Des entreprises comme Air Liquide, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur même du pétrole. Hein, le 4e pétrolier mondial sans avoir une goutte de pétrole dans notre pays, c'est quand même assez exceptionnel. On a des leaders partout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons une économie avec un trou béant entre ces grands leaders, cette espèce de locomotive de TGV industriel exceptionnelle, dont la France a pleinement réussi, et on a un tissu économique composé essentiellement d'artisans, de patrons de TPE, moins de 10 salariés, et de patrons de PME, entre 10 et 20 salariés. Entre les deux, on a un gouffre qui est beaucoup trop important. Parce qu'évidemment, quand on veut investir au niveau, donc aller à l'international, quand on veut aller gagner des parts de marché, quand on veut avoir la capacité de pouvoir répondre à la demande qui a complètement évolué aujourd'hui, il nous faut des entreprises plus importantes, mieux structurées, avec des reins sur le plan financier, évidemment, qui soient en conséquence pour pouvoir justement aller vers ce développement-là. Et tant qu'on n'aura pas réussi à créer le terreau et les conditions nécessaires pour inciter l'auto-entrepreneur à se transformer en patron de TPE, le patron de TPE à devenir le patron d'une PME, et le patron de PME lui donner l'envie de croître, de développer, parce que ce sera facile d'entreprendre en France pour qu'il se transforme en entreprise de taille intermédiaire, on aura perdu notre pari. Et c'est très important ce positionnement-là, parce que notre projet ne doit pas être bâti uniquement sur l'entreprise, mais on sait tous que pour créer de la richesse et distribuer de la richesse, il faut que chacun puisse tirer un salaire. Pour avoir un salaire, il faut avoir une entreprise, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui prennent des risques, qui investissent à un moment donné, qui donnent vie à leur projet, pour ensuite créer de la richesse, pour ensuite embaucher et ensuite redistribuer. Alors le projet de nos citoyens, lors du séminaire, il a été relativement clair. D'abord, il a fallu fixer une ligne directrice. Les débats ont été imaginés, il y a eu beaucoup de débats, on a fonctionné sous forme d'atelier, on a tourné, on a débattu, on a agrégé. Et la ligne directrice du mouvement que nous avons arrêté, c'est social pour l'homme, libéral pour l'entreprise, durable pour tous. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, on est capable de tenir cet engagement-là. Comment est-ce qu'on fait du social et comment est-ce qu'on peut être libéral? Il faut ces deux mots. Et durable ensuite pour tous. Sur le côté libéral pour l'entreprise, notre conception, notre manière de penser, de voir les choses, c'est créer toutes les conditions nécessaires pour qu'un individu qui a envie d'entreprendre, on lui donne la liberté et qu'on lui facilite sa vie. C'est ça l'objectif. L'État français
doit former tous ces ministères pour favoriser l'esprit d'entreprendre. Moi, mon rêve, ce serait que demain, en tant que chef d'entreprise, je puisse appeler un des services de Bercy, non pas pour aller me chamailler avec lui dans le cadre d'un contrôle fiscal, même si le contrôle est nécessaire, mais en disant, voilà, j'envisage de racheter telle entreprise, les impacts financiers sont de temps, est-ce que les dispositifs de Bercy peuvent m'aider pour me faciliter la démarche? L'autre fois, quand j'ai créé une entreprise, j'ai reçu un courrier des services de l'URSSAF, du directeur de l'URSSAF. J'ai pris ce courrier, c'était « Monsieur, nous avons bien enregistré la création de votre nouvelle entreprise. Vous avez le numéro d'immatricule, numéro AF 278 595 827 C7A27, et nous avons bien noté que vous avez embauché un premier salarié. Cordialement, le directeur. » Moi, demain, ce que je rêverais, ma façon de voir la politique, notre façon de voir la politique au sein de nos citoyens, ce serait qu'on m'écrive « Monsieur le Président, tout d'abord, nous souhaitons vous féliciter d'avoir pris un risque, d'avoir investi, d'avoir créé une nouvelle entreprise. Nous sommes fiers que vous ayez créé votre premier emploi. Sachez qu'à compter de maintenant, je mets à votre disposition l'ensemble de mes services, l'ensemble des fonctionnaires à votre disposition pour vous aider dans le cadre de votre développement. Vous trouverez ci-joint les coordonnées de votre interlocuteur avec son téléphone et son mail. Nous restons à votre disposition et sachez que nous ferons tout pour vous permettre de vous développer et d'aller le plus loin possible. » Signé le directeur. Mais vous voyez, je pense aujourd'hui, quand on y réfléchit bien, c'est incroyable qu'il n'y ait pas un seul homme politique qui porte ça encore en matière de vocation. Quand on y réfléchit, c'est juste du bon sens. Plus vous allez développer et donner l'envie à quelqu'un d'entreprendre et d'investir, plus vous gagnez votre pari. Vous créez de la richesse, vous créez de l'emploi, vous créez plus d'impôts demain, donc vous pouvez redistribuer. Notre conception du libéral pour l'entreprise chez nos citoyens, c'est ça. Alors maintenant, parlons du social pour l'homme. Social pour l'homme, c'est pour moi quelque chose, et pour nous tous, c'est quelque chose d'extrêmement indispensable. On a un passé, une richesse exceptionnelle, et ce qui fait la force de la France, c'est dans son modèle social. Maintenant, on le sait tous, notre modèle social, il est épuisé, il est lourdement déficitaire, et surtout, nous sommes des lâches parce que nous sommes en train de condamner toutes les générations futures. J'ai dit à un journaliste il y a une semaine, vous savez, j'ai eu deux chances quand je suis né le 9 mars 1976. Ma première chance, c'est que j'ai eu la vie. J'ai une deuxième chance, c'est que je suis né avec une dette publique de 0 € sur mes épaules en 1976. Aujourd'hui, le même enfant qui naît en 2016, 40 ans plus tard, il a toujours cette chance d'avoir la vie, sauf que les générations passées et actuelles lui donnent une dette de 33 461 € pour démarrer dans la vie. Quand on voit notre génération où on a cette chance exceptionnelle de vivre beaucoup plus longtemps, le pays, la France est l'un des pays d'ailleurs où on vit plus longtemps avec le Japon. Quand on regarde la qualité de vie que l'on a, quand on regarde les conditions climatiques exceptionnelles, il suffit d'aller aux quatre coins du monde pour s'apercevoir que la France est un paradis. Il n'y a que nous qui ne nous en rendons pas compte, très franchement. C'est un paradis sur Terre. Voilà, s'il fallait retenir une chose, le paradis sur Terre, il est en France. On a tout sur un petit territoire. Vous savez-le. Surtout en Bretagne. J'allais dire, cher Bernard, que de temps en temps il manque un peu le soleil, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas vrai, parce qu'à chaque fois que je vais en Bretagne, au demeurant, j'ai le soleil. Donc je ne vais pas me plaindre. Mais, je vais venir tous les jours, exactement. On a cette chance exceptionnelle, et le social pour l'homme, c'est cette colonne vertébrale qui, pour nous, qu'on soit de sensibilité de gauche ou de sensibilité de droite, on est capable de se retrouver sur notre modèle de santé. Quand un individu, une personne est durement touchée par la maladie, on ne se pose pas la question, on peut aller dans n'importe quel hôpital et se faire soigner. Ce n'est pas une condition de revenu. Tout le monde peut se faire soigner. Et je veux dire qu'il faut aller dans certains pays pour s'apercevoir, notamment je prends le cas inverse des États-Unis d'Amérique, quand vous n'avez pas les moyens, vous crevez, vous restez sur le trottoir. Moi, je ne veux pas de ça. Quand on regarde notre système de retraite et ce lien intergénérationnel qu'on se doit d'avoir, c'est bien de vouloir vivre très longtemps et en bonne santé. Mais on sait tous qu'il faut le financer. Il y a
À un moment donné, on doit être en capacité de se retrouver sur ce modèle-là. Et quant au sujet de l'emploi, qui n'est ni un problème de sensibilité de gauche ou de droite, on est capable de se rassembler sur cette colonne vertébrale. Donc le modèle social pour l'homme, c'est évidemment libéral, on crée les conditions et la richesse pour ensuite pouvoir en redistribuer, moderniser et adapter notre modèle social. Le durable pour tous, c'est parce qu'on est tous concernés par l'écologie aujourd'hui. Alors je pense qu'en France, on a un avantage, on est peut-être plus en avance que dans beaucoup de pays, et notamment d'Europe, mais on a encore une marge de progression extrêmement importante. On a des conditions climatiques, je l'ai dit, exceptionnelles. On a le deuxième réseau maritime au niveau mondial, c'est la France. Hein. Je ne sais pas si tout le monde le savait, peut-être parce qu'en Bretagne, vous êtes bien placé pour le savoir, mais c'est la France. On ne connaît pas, en termes d'exploitation au niveau maritime, on est très loin d'avoir accompli le même travail, on connaît mieux nos sols et nos terres que l'on connaît l'environnement marin. Il y a un potentiel colossal aujourd'hui. On le voit au niveau de l'écologie, on est en train de puiser, et nous sommes à nouveau condamnables, nous puisons sur des stocks, d'accord, pensant que c'est inépuisable. C'est complètement, c'est de la folie pour les générations futures. Donc aujourd'hui, on le voit, on a un travail extrêmement important à opérer. Dans le projet que l'on souhaite pour notre mouvement, nous citoyens, et pour lequel on a travaillé durant ce séminaire, je souhaite qu'on puisse se rassembler autour de 4 grands défis. Pourquoi pas 5, pourquoi pas 6, 4? Parce qu'une table, ça a 4 pieds, 4 piliers, 4 grands défis. Il y a un premier défi où nous sommes d'accord, c'est de recentrer la mission de l'État. C'est que nous pensons que nous souhaitons un État stratège centré sur ses missions régaliennes. Parce qu'il y en a marre d'avoir un État qui veut gérer tout, qui s'occupe de tout, et qui finalement ne le fait plus très bien aujourd'hui. Mais il va falloir qu'on prenne aussi notre devoir de responsabilité en tant que citoyens. Parce que quand nous sommes nous-mêmes confrontés à des réalités, qu'est-ce que l'on fait? On appelle l'État. On a une inondation dans le pays, on appelle l'État, catastrophe naturelle. On a un problème sur les cours du lait, on appelle Bruxelles, on appelle l'État. On a un problème lié évidemment à de tristes événements comme des attentats, on appelle l'État. Et donc on le voit bien, on doit aussi à notre niveau, en tant que mouvement citoyen, nous devons contribuer à faire évoluer les mentalités, à progresser, parce qu'aujourd'hui, si on veut sortir dans la crise, avec un grand C, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on doit tous faire notre part du chemin. On ne peut pas tout attendre de l'État. Donc, premier grand défi, un État stratège centré sur ses missions régaliennes. Un deuxième grand défi, c'est propulser la France dans la troisième révolution industrielle. C'est créer toutes les conditions nécessaires pour, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, permettre à chacun d'avoir la liberté d'entreprendre, d'investir et lui faciliter la vie. Je discutais tout à l'heure avec Fabien, un agriculteur, sur le problème agricole en Bretagne, mais d'autres mesures, on a plein d'autres problèmes un peu partout ailleurs, mais on s'est focalisé sur la Bretagne. Qu'est-ce qui manque à notre agriculture en Bretagne? Moi, je l'ai dit à Fabien tout à l'heure. Vous n'avez pas de projet? Il n'y a pas de vision? C'est quoi l'agriculture de 2030? On nous explique d'un côté qu'on ne pourra plus manger de viande de bœuf, d'accord, parce que ça pollue beaucoup trop. Il faut aller plutôt d'ailleurs vers les viandes, vers le porc, etc., ce qui est plutôt d'ailleurs une bonne nouvelle pour l'avenir. On nous explique qu'on n'aura pas assez de fruits et légumes, qu'il va falloir manger des insectes. J'ai notamment fait un séminaire dernièrement, il y a 3 jours, on a fait manger des insectes. On va essayer de nous présenter, parce qu'il paraît que c'est la denrée de demain, donc il faut quand même s'y préparer. C'est quelle est la vision de l'agriculture de la France, et si on revient ici au niveau de la Bretagne, d'ici 2030. On n'a pas de cap, on n'a pas de projet, et c'est toujours le même problème. On a un effondrement des cours, parce que Bruxelles supprime les quotas, supprime les aides, donc on vit une crise, on augmente la production, entre-temps il y a le cours du beurre, de la poudre de lait qui s'effondre, résultat on a des agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leur métier, ce qui est quand même inconcevable, et puis quand on y réfléchit un petit peu, quand on achète notre litre de lait par exemple, sur 1,04 € du litre, il y a 32 centimes pour celui qui a pris les risques, investi,
produit et qui travaillent 70 à 90 heures par semaine. Et de l'autre côté, on s'aperçoit qu'il y a des coopératives, il y a des transformateurs, il y a des distributeurs, et eux, ils se répartissent 66% avec des marges qui sont indécentes. Je rappelle que les distributeurs, dans les dernières statistiques en 2015, c'est 40% de marge. Et à un moment donné, nos agriculteurs, tout ce qu'ils demandent, c'est 6-7 centimes par litre sur 1 euro. On essaie de nous faire croire qu'on n'est pas capable de trouver une solution par rapport à ça. Alors vous voyez, il y a un moment donné, quand tout semble compliqué, tel que ça peut l'être, parce que moi j'ai le sentiment à 39 ans de voir le même type de crise tous les 2 ans, tous les 3 ans se répéter, et nos politiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent saupoudrer. Alors, ils attendent que ça monte bien. Quand ils voient que ça dépasse un petit peu, ils vont voir nos syndicalistes, nos têtes là, qui tiennent, ils leur tapent dans le dos comme ça. Bon, j'ai baissé de 7% les charges là, d'accord, on va injecter 60 millions d'euros pour la région, on va mettre 80 là. Ça se calme, tout le monde repart au travail. Entre-temps, les cours ont un peu monté, tout ça, donc ça s'est un peu amélioré, on ne bouge pas. Puis 2 ans après, on recommence. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de projet, et on ne mène pas la transformation qui est nécessaire pour notre agriculture en France. On ne peut plus rester avec des petites, moyennes exploitations. Ça n'est plus possible. Soit on va vers une agriculture de qualité, et dans ce cas-là, on crée un label, on y met la puissance marketing, on crée des produits à très forte valeur ajoutée, qu'on vendra beaucoup plus cher, on fait moins mais de très grande qualité. Soit on va, et c'est un autre choix, on va vers une agriculture, j'allais dire plus de masse, parce qu'il y a quand même des centaines de millions de personnes à nourrir et tout le monde a le droit d'être nourri correctement. Mais dans ce cas-là, il faut mutualiser un certain nombre de moyens. Je parle au niveau des machines, des traitements, tout ce qui prend du temps, parce qu'on pourrait parler de toutes les lois qui pénalisent, alors lois européennes puis les lois françaises, qui sont assez exceptionnelles dans la matière. Et finalement, on va vers des exploitations plus importantes pour mutualiser les coûts, baisser le prix de revient, permettre de dégager suffisamment de marge, parce qu'il est intolérable et inadmissible qu'un agriculteur ne puisse pas vivre de son métier. Et je l'ai dit encore ce matin, même quand les agriculteurs demandent des subventions, ce que je comprends, parce qu'à court terme, c'est la trésorerie là, demain matin, qui les pénalise. Et on voit des centaines d'exploitations disparaître, et on voit des drames humains. Mais nos agriculteurs ne demandent pas de vivre de subventions, ils veulent vivre de leur métier. Et c'est ça notre vocation au niveau de nos citoyens aussi. C'est de co-construire ensemble les solutions et d'arrêter d'attendre tout du politique et de passer par un mouvement citoyen comme le nôtre où je propose de mettre en place des plateformes collaboratives, de créer un collectif et de co-construire ensemble le projet de l'agriculture bretonne de 2030, d'y mettre les moyens, la méthode et les actions pour aller gagner. C'est ça l'enjeu. Et ce projet-là, je discutais ça avec l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est tout le problème de la France. Nous n'avons aucune vision, il n'y a aucune vision aujourd'hui du pays. Aucune. Vision économique, on n'en a pas. Vision politique, il n'y en a pas. La vision pour la jeunesse, on ne réforme pas comme il faut. On continue d'avoir une éducation nationale, on fait de la petite réformette à droite à gauche. Quels citoyens nous voulons demain? Quelles compétences nous voulons sortir à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans pour correspondre à ce que je vous ai dit au début, c'est que 70% des emplois que nous occuperons dans 15 ans n'existent pas. Quand est-ce qu'on va se mettre à anticiper? Quand est-ce qu'on va arrêter de former des jeunes dans des filières qui n'ont aucun débouché? Quand est-ce qu'on va expliquer à chaque Français que tous les élèves ne peuvent pas avoir le bac et faire des études supérieures et que s'ils le font, c'est un mensonge, c'est pour éviter que les jeunes aillent sur le marché du travail et viennent gonfler encore les chiffres du chômage. Évidemment, tout le monde ne peut pas faire une école d'ingénieur, et j'allais dire entre nous, heureusement. Donc vous le voyez, on a un défi majeur. J'ai proposé de nous réunir autour de ces 4 grands défis. L'État stratège, propulser la France vers ses 3e révolutions industrielles, refonder notre nouveau pacte social, et le 4e pilier majeur, c'est l'investissement sur la jeunesse. Un pays qui n'investit pas sur sa jeunesse, c'est un pays qui est condamné. Et autour de la jeunesse, nous parlerons bien évidemment de l'éducation nationale, l'éducation, je dirais plutôt enseignement national.
car l'éducation relève du rôle des parents, c'est dans le code civil. La transmission des savoirs, ça relève du corps enseignant. On parlera de comment former nos citoyens de demain. Nous parlerons de comment justement faire qu'on ait des citoyens responsables qui représentent notre avenir et qui seront nos ouvriers, nos syndicalistes, nos chefs d'entreprise, nos agriculteurs de demain, qu'on leur donne envie, qu'on donne du souffle à notre pays. Eh bien, c'est toute la vocation de nos citoyens. Alors, pour parvenir à ce projet, on a fait le séminaire. Le 7 mars prochain, le comité exécutif de Nous Citoyens validera la feuille de route. Donc, je vous ai donné quelques éléments. Je ne peux pas tout vous donner parce qu'il y a un certain nombre d'options qui restent à prendre. J'ai informé que le 15 mars, nous informerons tous nos adhérents de la feuille de route, de la méthode et des moyens que nous allons mettre en œuvre pour peser. Mais je peux vous garantir une chose, c'est que les partis politiques traditionnels ont intérêt à se préparer, parce qu'en 2017, on ne nous fera pas revivre 2012, ça va être détonnant, ça va être décapant, on va fonctionner différemment, et on va mettre tous les moyens nécessaires pour renverser la table et montrer qu'on est prêt au combat. Quand je suis venu ici, quand j'étais dans le TGV, j'étais très content de venir en Bretagne parce que les Bretons, ils ont du tempérament, ils ont de la conviction. Et pour moi, vous êtes un pays, on est une région de résistants. Et aujourd'hui, nous sommes en résistance. Certains me disent, il faut qu'on fasse la révolution, Nicolas, il faut aller dans la rue. Oui, on peut aller dans la rue, c'est vrai. Ce sera peut-être l'option d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, ça partira d'ailleurs très rapidement. Et je pense que si on a décidé de créer ces mouvements citoyens et de créer un mouvement tel que Nous Citoyens, c'est pour éviter ça. C'est d'avoir encore l'intelligence d'anticiper, de se préparer et d'être convaincu. Alors, je ne sais pas si je vais tout réussir. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller bénévolement, je précise. J'ai décidé de tout abandonner. J'ai mis un peu de sous de côté. J'ai 39 ans, je rappelle que je suis marié, je suis père de 4 enfants. Mais je ne fais pas ça pour m'amuser. Je fais ça parce que je crois dans mon pays. Et je me dis qu'on ne peut pas laisser notre pays s'effondrer. C'est pas possible. On a tellement d'atouts. Alors moi, je suis parti au combat. Je suis déterminé. On a une équipe déterminée. Et j'ai l'intention d'aller partout sur les territoires et que chaque citoyen aille convaincre son voisin, sa voisine, ses parents, ses amis, ses cousins, de nous rejoindre pour créer cette armée citoyenne et faire que demain, on ne soit pas 15 000 ou 20 000. C'est beaucoup trop peu. C'est qu'on soit 200 000, 500 000 et 1 million. Et là, je peux vous garantir une chose. Là, nous renverserons la table. Là, nous mettrons en œuvre notre politique. Et là, nous nous inscrirons dans une nouvelle manière de faire de la politique, pas indéfiniment, parce que vous savez que chez nous, citoyens, nous sommes contre le cumul des mandats, et nous limitons les mandats à 2 mandats consécutifs. 2, c'est tout. On est engagé. Maintenant, je vais bien évidemment vous laisser la parole pour qu'on puisse échanger, partager un certain nombre de choses. Je voulais encore une fois vous remercier pour votre écoute, pour votre accueil, et puis je nous souhaite une longue et belle vie et un beau 3e acte. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des interrogations? Sans doute plein, des dizaines. Quand vous dites que les Français se retrouvent dans l'État, etc., je pense que dans le contexte aujourd'hui qu'on vit depuis juillet, quand on vous compte 80% de vos revenus en taxes et machin, on ne peut que se retourner vers ce que vous comptez. Là, le problème, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on se retourne vers des aides parce qu'il ne nous reste rien derrière. J'ai regardé hier soir un reportage sur le Pologne, des agriculteurs polonais, et les Français vont investir. Du lait en Pologne, il y a des milliers de vaches. Quand on fait 1000 vaches en France, tous les paysans se révoltent contre le fait que le mec à côté fait 1000 vaches. Donc il y a aussi ce problème-là entre eux. Ça ne va pas se rejoindre quand vous dites qu'il n'y a pas de projet. Mais l'État prend sur l'exploitation, prend un impôt fixe tout le temps. Jamais c'est pas lié au chiffre d'affaires, si bien que la personne peut mettre de l'argent de côté, quand il y a plus dur, il faudra faire appel à l'État. C'est ce que je veux dire. À partir du moment où on nous laisse un petit peu d'argent derrière pour pouvoir subvenir
problème économique, on va pas faire appel à l'État. Si on fait appel à l'État, c'est qu'il compte 75% de nos revenus, avec la TVA, avec les impôts, tout ce qu'on veut, et comment voulez-vous qu'on ne fasse pas appel à eux, et après ils ont des secours, envoyez-moi de l'argent parce que je ne peux pas m'en sortir. Voilà, enfin, je pense que donc, il y a ça, c'est ce qu'on remarque en passage. Ouais. Et sur le programme de citoyen, ce qui me semble manquer, c'est la structure de l'État. Est-ce qu'on peut agir sur la structure de l'État avec le Sénat pléthorique, avec la 5e République, ce qu'elle fait avec un président qui ne sert à rien, comment on peut faire pour supprimer le nombre de députés? Là, on n'a pas de problème, donc on n'a pas de problème par rapport à ça. Ça, il va quand même aussi falloir parler de ça, parce que aujourd'hui, les Français parlent que de ça. Sur les réseaux sociaux, on parle que de ça. Alors, sur le programme, c'est pas tout à fait vrai. Et j'en parle d'autant plus facilement que je n'étais pas un citoyen. Donc, avant de prendre la présidence, j'ai évidemment consulté tout ce qui est fait. Alors, le programme de Nous Citoyens sur le statut et tout ça, il est très développé. C'est Nous Citoyens qui a proposé le retour. Alors, on hésite entre le quinquennat, on va revenir sans doute. On est pour le retour du septennat à mandat unique pour le président de la République. Parce qu'on en a ras-le-bol d'avoir des présidents qui partent et qui commencent 2 ans avant, comme l'a fait Sarkozy avant, comme l'a fait Jacques Chirac et comme le fait François Hollande en ce moment. Hein, il se prépare pour la prochaine réélection. Bon. Nous avons proposé de baisser de 200 le nombre de députés à l'Assemblée nationale. On a fait une 3e proposition très intéressante, c'est que pour mettre à égalité et qu'on ait une juste représentativité au niveau de notre Assemblée, c'est que chaque fonctionnaire élu démissionne de l'administration. Et par contre, on a prévu aussi le statut qui permet de les indemniser, évidemment quand on se représente pour le 2e mandat maximum, parce qu'on limite à 2 mandats, législature, on a proposé de mettre en place une indemnisation quand même à l'accompagnement. Quand on est dans le secteur privé, qu'on est élu député, et que vous n'êtes pas réélu au 2e mandat et que vous retrouvez votre clientèle ou autre, on peut comprendre qu'il y a un laps de temps. Et là, il est normal, si on veut avoir des Français, j'allais dire, représentatifs, prêts à s'investir, il faut que derrière, on mette aussi des conditions pour pouvoir reclasser dans la vie privée. On ne peut pas faire ou tout l'un ou tout l'autre. Il faut que ce soit des modèles qui soient intelligents. Non, il y a eu beaucoup de propositions de fait. Le Sénat, on a proposé de baisser. On propose de supprimer d'ailleurs un grand nombre d'administrations qui n'ont rien à faire, d'accord, qui aujourd'hui coûtent beaucoup d'argent et servent essentiellement aux anciennes majorités pour mettre en place tous les petits camarades de promo, et notamment de l'ENA. On est pour la suppression de l'ENA. Je rappelle que l'ENA a été créée à l'époque par le général de Gaulle parce qu'on sortait de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on avait un certain nombre de personnes un peu douteuses dans nos administrations en 43-44, d'accord. Donc, on a créé l'ENA pour recréer un corps d'élite, pour administrer et organiser la France, notre pays. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Faut arrêter, c'est fini, terminé, c'est fait, ça. Voilà, il faut passer à autre chose aujourd'hui. Résultat, on a des brillants cerveaux, super, ça mouline vite, très bien. Ils ont 0 expérience du monde de l'entreprise, et on voit ce que ça fait à tous les échelons et à tous les étages de nos ministères. Et des fois, ils ne savent pas combien de mètres carrés il y a dans un hectare. Oui, mais alors, il y a pire que ça, C'est un énorme, ça. Non mais attendez, il y a pire que ça. L'ancien ministre de l'Agriculture. Il y a pire que ça. Ils ne savent pas non plus une autre chose qui me semble plus importante, c'est quand vous demandez à l'Éducation nationale le nombre de fiches de paye qui sortent le 30 du mois pour payer les fonctionnaires, ils sont infoutus de vous donner le chiffre. Et là, vous dites, c'est pas possible. C'est tellement compliqué. Mais d'ailleurs, vous savez, soyons pragmatiques. Regardez une fiche de paye. Regardez, pour ceux qui ont la chance de posséder leur logement, une taxe d'habitation et une taxe foncière. Faites l'exercice, moi je vais le faire. Vous ouvrez et vous prenez une feuille blanche et vous essayez de comprendre. Juste de comprendre. C'est incompréhensible. Alors moi c'est vrai, bon, quand moi je suis autodidacte, bon, donc à la limite, vous pouvez me dire c'est normal, mais ma femme qui a fait quelques études supérieures, notamment qui a fait Sciences Po, je lui ai posé les honneurs, je lui ai donné des déclarations. Je lui ai dit, écoute, moi je paye les impôts, toi tu fais la déclaration. S'il y a un versement, c'est toi qui payes. Et sinon voilà, on s'est mis d'accord, à plaisir. Mais même, je vous le dis, oh voilà, c'est incompréhensible aujourd'hui. L'autre fois, j'ai fait le retour de l'expérience. J'ai pris un bulletin de paye de mon cher père de 1968, où il était tout jeune ingénieur informaticien. D'accord? Je vous donne 2 chiffres. Et j'ai pris mon bulletin de paye 2015, pardon.
prélèvement, donc salaire, charge patronale, l'agriculteur est tombé de sa chaise, 5,2% en 1968, 5,2%. Aujourd'hui, 23%, multiplié par 4. Maintenant, sur le brut... Salarié. Non, pardon, excusez-moi, j'ai confondu. C'est les charges salariales. Salariales, Excusez-moi. Charges patronales, 22%. On est à 50% en moyenne aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, nous sommes passés de 0 à 2122 milliards d'euros de dette, et on continue, 72 milliards d'euros de déficit cette année. Je rappelle que le dernier budget sorti par Dominique de Villepin du gouvernement Chirac, c'est moins 38 milliards d'euros, et Dominique de Villepin disait « Nous sommes au bord de la faillite, il faut encore diviser le déficit par 2 ». On était à 38 milliards. On sort encore cette année 72 milliards d'euros. Chaque jour qui passe, on continue de mettre nos générations futures et les condamner. Donc, on a un programme qui est plutôt bon. Je dirais que là où nous, citoyens, n'est pas bon, parce qu'il faut regarder, sur le volet économique, on a proposé un projet de baisser le budget de l'État de 200 milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent, avec une méthode, là je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est de réduire en fait tout le budget de l'État et de le recentrer sur ses missions régaliennes. On a aujourd'hui un volet économique qui est plutôt bon. Le volet sur la réforme de l'État, on n'est plutôt pas mauvais sur le sujet. Sur l'éducation, la sécurité, ça va à peu près. Là où on est moins bon, c'est pour ça qu'on a une image qui est un peu trop droite et économique à mon goût, c'est sur le social, c'est surtout le côté pacte social, et qui, moi, est un sujet qui me semble indispensable si on veut fédérer le plus grand nombre. Donc c'est pour ça que j'ai pris un certain nombre de dispositions. La première disposition, c'est que nous avons mis en place une plateforme collaborative. Cette plateforme collaborative, elle est réservée uniquement à nos adhérents. Assez rapidement, elle sera ouverte à tout le monde. Chaque citoyen doit pouvoir contribuer à apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. On doit pouvoir bénéficier de toutes les expériences sur tous les sujets. La deuxième chose, c'est au niveau du montant de la cotisation, on a décidé de faire une cotisation qui sera en fonction des revenus. Mais en gros, c'est d'avoir une cotisation à quelques euros seulement pour les gens les plus modestes. On a 17 millions de Français qui vivent avec moins de 950 euros par mois, c'est un fait. Une cotisation à 25 euros, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et on ne peut pas se priver de toute une partie de la population si on veut faire un mouvement citoyen. C'est d'autant plus valable que quand on parle des fameux mouvements populaires, Podemos, notamment en Espagne ou autres, bon, bah, faut pas l'oublier, ce sont des mouvements qui se sont créés d'abord il y a quelques années, ils ont mis un peu de temps, mais derrière, ils ont émergé parce qu'il y a eu une crise sociale. Il ne faut jamais l'oublier. On me dit pourquoi ça ne se passe pas en France? Bah ouais, ils ont eu la crise sociale. Je rappelle juste que le salaire des fonctionnaires au 1er janvier a été baissé de 25%. Vous imaginez, nous, l'État français qui annonce demain tous les fonctionnaires moins 25%? Je vous laisse imaginer. Voilà. Et au niveau des retraites, ils ont fait la même chose. Moins 25% sur toutes les retraites. Je sais pas s'il y a quelques retraités dans la salle. Je vous laisse imaginer. Donc, il y a eu une crise sociale, ça a brûlé intérieurement, et puis ces mouvements-là ont émergé à ce moment-là. Donc, nous, on n'est pas encore dans cette situation-là. La crise sociale, on ne l'a pas. Je sais que pour beaucoup, c'est très dur. On parle des faillites, des dépôts de bilan, malheureusement des drames humains qui sont occasionnés un peu partout en France, mais on n'est pas arrivé à un stade, comme l'ont connu la Grèce ou aujourd'hui l'Espagne. La vocation d'un mouvement citoyen comme le nôtre, c'est justement d'éviter d'arriver dans cette situation critique et d'être prêt pour préparer ce renouveau et donc renverser la table tel que je l'ai dit tout à l'heure. Donc je vous ai entendu, vous envisagez de réduire le nombre de députés, c'est ça? Oui. Vous envisagez de revenir au septennat? Oui. Tout ça, ça nous convient. Non, dites-moi comment ça va se produire. Est-ce que c'est les députés eux-mêmes qui vont voter leur réduction de nombre de députés? Est-ce qu'il ne faudra pas faire appel à un changement de constitution, à un référendum, ou changer tous ces points-là? Alors, vous avez raison. Changer de république? Non, alors vous avez raison. Oui, alors, moi je ne suis pas. Bon, d'abord, je ne suis pas un expert dans la matière au sens de notre constitution. C'est quand même un domaine très, très précis et je ne m'avancerai pas sur le sujet. Par contre, moi, vous savez, je suis guidé par une chose, c'est le bon sens. Je sais ce qui est prévu dans la Constitution.
nous avons un programme, et dans ce programme-là, si nous voulons réformer, il faut y mettre la méthode. Parce que c'est bien d'avoir des idées, mais vous le faites. Comment? Quelle est la méthode pour y parvenir? C'est le référendum. Soit vous réunissez les 3/5 de nos deux assemblées en congrès exceptionnel, vous avez vu déjà pour la sécurité, déjà on met 6 mois pour y venir, hein, entre-temps, le temps qu'on se mette d'accord, qu'on fasse les arrangements, au début tout le monde est d'accord, à droite et à gauche, puis après ça l'est plus, il y a les jeux politiques, on attend le prochain congrès, entre-temps il va se passer 6 mois, bien sûr qu'on ait amélioré la sécurité des Français. Bon, je referme la parenthèse. Nous, ce qu'on préconise, c'est que nous avons un programme simple qui doit être encore affiné, hein, on poursuit dans l'évolution, et on dit, lorsque nous sommes élus, très simple, on organise un référendum, c'est prévu dans la Constitution, on le fait acter par les Français, et dans ce cas-là, vous pouvez changer la Constitution, et vous mettez en œuvre. C'est-à-dire que les députés élus, bah, très bien, la prochaine législature, c'est terminé. C'est un mandat de 5 ans, la répartition, c'est comme ça, il n'y aura plus 577 députés, mais vous n'en aurez plus que 300, etc., etc. Ce qui semble important, c'est que quand on nous parle, on en parlait encore à déjeuner avec quelques-uns de nos adhérents, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de projet. Regardez par exemple la réforme territoriale et la réforme régionale, les 13 grandes régions. Moi, je suis incapable, moi, de vous dire s'il nous faut 3, 4, 13, 18, 22 ou 50 régions. Je suis incapable de vous le dire. Par contre, ce que je suis capable de dire, c'est que si j'étais à la tête de l'État, je ne procéderais pas du tout de cette manière-là. Moi, je ferais un petit jeu très drôle. Je me dirais, voilà, je suis président de la République, on me donne le pays, la France, et j'imagine qu'il n'y a rien du tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais pour administrer un pays comme la France pour qu'elle puisse fonctionner? Parce qu'on a une histoire qui est extrêmement riche. Je rappelle que, par exemple, les départements, quand Bonaparte a créé les départements, c'était du bon sens. Il a juste fixé comme cahier des charges, il faut qu'au cours d'une journée, on puisse traverser le département à cheval. Il n'a pas fait ça par hasard, il a fait parce qu'à l'époque, le moyen de locomotion, c'était le cheval. Il a dit à cheval, vous pouvez très bien, et ils ont fixé les limites. Bon. Aujourd'hui, à l'heure du TGV, de technologie, ça n'a plus aucun sens. Aujourd'hui, du découpage administratif, on a trop de strates, c'est le fameux millefeuille. On a les régions, les communes, les communautés de communes, les cantons, les départements. On ne sait plus qui fait quoi. Vous avez la commune, ça gère l'école élémentaire. Vous passez au-dessus au département, ça gère le collège. Vous passez au-dessus, les universités, c'est du domaine de la région. Et vous faites comment? Pour anticiper sur nos besoins au niveau des universités, puis en dessous au niveau des collèges, il faut bien connaître l'ensemble des flux, savoir est-ce qu'on a plus de bébés, moins de bébés, des évolutions de filières, comment voulez-vous que ça fonctionne? C'est pour ça que tout notre système ne fonctionne pas. Donc ce que je ferais moi personnellement dans un découpage, c'est que je reprendrai l'ensemble des champs des compétences, on enlève 2 strates, voilà, simplifié, on répartit, et ensuite on réorganise. Là, pour bien faire, on prend les régions, on redécoupe, on fait des grandes régions, on fait un beau dessin des nouvelles cartes de France, puis on dit maintenant il y a 13 grandes régions. On n'a pas changé l'affectation, on n'a pas changé les compétences, et en plus on est infoutu de réformer, donc ça ne fera même pas des économies. Et c'est un non-sens dans toutes les entreprises, dans nos exploitations. Quand on essaie justement de se regrouper, bon ben, on essaie de concentrer toute notre énergie là où nous sommes bons, sur la matière première, sur la qualité, puis tout ce qui est un peu support, on essaie de mutualiser pour que ça nous coûte moins cher. Au niveau de l'État, on ne pense pas comme ça. Donc derrière, on fait des usines à gaz. Et au lieu de simplifier et d'améliorer le service auprès des citoyens, on fait moins de services et en plus de ça, c'est plus coûteux parce que personne ne s'enlève. Je prends mes départements, j'avais avant un président, 2 vice-présidents, ben, je crée un président et 4, 5, 6 vice-présidents avec les voitures de fonction, tout ce qui va bien, les locaux, les moyens, la logistique, etc. Et donc derrière, on alourdit le système qui coûte encore plus cher et qui est-ce qui paye? C'est le contribuable. Donc quand j'ai un État qui n'a plus les moyens, ben, l'État dit j'enlève aux collectivités. Je crois qu'il y a quelques élus dans la salle. Donc, les communes, on baisse leur affectation, mais qu'est-ce qui se passe derrière? Les communes, elles augmentent les impôts locaux, et puis les impôts locaux qui payent, c'est nous. Donc en fait, on ne réforme pas, on transfère. Et le seul moyen d'arriver à un État qui fonctionne mieux, c'est de transformer en un État stratège, centré sur ses grandes missions régaliennes. Et le reste, il faut l'extraire.
l'essai, la société civile gère très bien, plein de choses à faire, et l'essai des initiatives. Nos citoyens, comment justement ils se positionnent par rapport à cette action? On va rentrer assez rapidement dans le cadre d'élections. Oui. Les positions vont se faire, certainement arriver. Quelle va être l'action de nous citoyens par rapport à ces idées, par rapport à... Parce que, en fin de compte, bon, c'est bien gentil, mais si la République ne viendra pas de nos citoyens, il faut être conscient. Si la République viendra de ceux qui sont actuellement aux commandes. C'est eux qui décideront. Non, je Non, suis non, pas d'accord. non, Jamais. Vous n'aurez jamais. Voilà, alors là, on n'aura jamais. On n'aura jamais. Non, vous n'aurez jamais. Il ne faut pas se tirer par le pied. Elle viendra de nos citoyens. Ah oui. Elle viendra de nos cititoyens. Elle va venir de nous. Non, alors, il faudra 2022, 2027, Alors, 2019. Je veux dire que s'il doit y avoir une évolution de la sixième République dans un délai restreint, elle ne viendra que d'un mouvement. Vous avez cité des choses, c'est très simple. Hein. Il suffit que François Hollande démissionne et on peut rentrer dans la sixième République. Il suffit que François Hollande dissout l'Assemblée et on peut rentrer dans la sixième République. Donc, je dis que si, dans un avenir court, quand on parle de la sixième République, si vous pensez que c'est nous citoyens qui vont envoyer la sixième République, c'est possible, mais dans 15 ans ou 20 ans. Pas dans l'immédiat, vous ne changerez pas quoi que ce soit. Nous citoyens, par contre, c'était de savoir si nous citoyens, par rapport à ces idées, quelles étaient les actions qu'ils pouvaient essayer de faire pour amener les politiques actuelles, à prendre conscience de ce qui est une réalité, à savoir que les Français ont une certaine interprétation, mais ils ont une envie de changement. C'est la seule chose qui est constante dans les sondages au niveau des Français, c'est le changement des politiques, le changement, enfin ils veulent des têtes nouvelles, ils veulent de ceci, donc comment arriver à introduire ce changement, si possible au niveau donc, de 2017, hein, sachant que on a quand même une lourdeur terrible, à savoir que on est le seul pays européen à élire un président de la République qui est censé gouverner, alors qu'en fin de compte, on a un régime théoriquement parlementaire qui, on voit bien que quand on a une cohabitation, le président de la République pourrait ne pas gouverner s'il n'avait pas une personnalité très forte, il ne gouvernerait pas. Donc, je précise quelle est la position dans son action de nous citoyens si vous cherchez, pour rechercher un passage le plus rapide possible, à une nouvelle représentation. Alors, sachant qu'il y a un bémol